5000 ou allez, maximum 10 000 unités par an, donc vraiment pas grand-chose. Donc on a décidé de ne pas le continuer. Jusqu'au jour, en fait, on a dormi avec ma femme à l'île Maurice chez un kitesurfer. Le studio chez moi, c'est mon ancien garage, et c'est là où en fait on a commencé l'aventure Sportium. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante, de Gobli, un gobelet pour les trailers, et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Sylvain, et alors Sylvain il a une histoire qui personnellement m'a bien touché quand il me l'a raconté, et j'étais vraiment très très impatient de te recevoir, Sylvain, sur le podcast, et je suis vraiment ravi de vous présenter, chers auditeurs, Sylvain Morel, qui va vous parler de son histoire et de son projet qui est quand même bien développé là, et qui décolle pas mal. Comment vas-tu, Sylvain ? Écoute, François, bonjour. Je vais très bien. Je suis en bonne forme physique. Week-end kitesurf, wingfoil et boxe hier soir, donc ça va. Je suis bien. Eh ben, écoute, là, vu les sports que tu nous as décrits, on pourrait se demander, mais que fait-il sur l'instant outdoor où on parle de triathlon, on parle de trail, on parle de cyclisme. Là, tu nous as parlé de sport nautique. Comment Ouais, est-ce que tu en es venu à la pratique de ces sports? Parce que je suis très curieux de savoir aussi ton passé et ton histoire de sportif. oui, je parle de sport nautique parce que ce week-end on a eu du beau vent, mais sinon quand il n'y a pas de vent, on prend aussi l'occasion d'aller faire un trail. Bah, tu vois, la semaine dernière, on a emmené la moitié de l'équipe en haut du Pic Saint-Loup, là, à côté de chez nous, faire un coucher du soleil. Et Trop bien. ils ont tous adoré. Ça leur fait du bien de débrancher les ordinateurs et d'aller courir à l'extérieur de temps en temps. Eh ben, écoute, très cool. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, donc je suis Sylvain Morel, j'ai 40 ans, bah, j'habite aujourd'hui à Montpellier. J'ai deux enfants, 3 et 4 ans, hein, qui me prennent pas mal de temps, mais avec qui je fais beaucoup de moments outdoor, que ce soit VTT, randonnée ou initiation kayak avec eux. Et je suis né à Fréjus, dans une super région pour faire du sport, hein, où on a eu la chance d'avoir des parents très outdoor, très sport de nature, donc surtout randonnée, VTT. Et puis après, ça, c'est parti sur, tu vois, le parapente que j'ai commencé à 14 ans. Ensuite, le cerf-volant de traction. Du cerf-volant de traction, on a basculé sur le char à cerf-volant. Et du char à cerf-volant, on a basculé sur le kitesurf quand on avait 19 ans. Donc on a commencé relativement tôt cette discipline, hein, qui est arrivée en France il y a maintenant 25 ans. Le kitesurf, bon, on en a fait en mode intense avec mon frère. C'est un chouette sport. Et puis en complément, bah, il y avait quand même tous les sports de glisse autour de la neige, hein, que ce soit ski, snowboard, ski de fond, qu'on a bien pratiqué aussi. Voilà, donc je pense que l'outdoor et les sports outdoor, on les a surtout vécus par l'éducation de nos parents, qui, quand on était petit, on avait la chance, ils avaient un appartement sur la station de Valberg, une chouette station là près du parc du Mercantour, et ce qui nous a donné bah, l'occasion de faire des dizaines de fois le Mont Mounier, hein, qui est le sommet emblématique du coin, soit en marchant, soit en courant sur certaines parties, parce que quand t'es petit, t'as la chance de pas avoir le sac à dos en général, donc du coup t'as le temps de courir autour des parents et pour aller chercher les marmottes. Trop bien. Euh, alors, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais je me suis essayé aussi au kitesurf, hein, habitant en Bretagne.
C'est à 1 kilomètre de la plage, c'était presque évident quand ce sport a connu un boom là, il y a quelques années. Mhm. On était encore sur des voiles qui compensaient pas, c'était, on-off, soit tu prenais tout le vent, soit tu prenais que dalle. Hem et je me suis fait très, très, très peur. Je suis passé pas loin de la mort plusieurs fois, je pense. C'est vraiment un sport qui, ça paraît facile en fait quand tu regardes les mecs faire, sur l'eau, mais il y a un vrai apprentissage, et je recommande à tous ceux qui veulent s'y essayer d'aller prendre des cours. Il faut pas faire comme moi. Ouais, ouais, c'est. Alors, avec moi, j'ai commencé avec mon frère. J'ai un frère jumeau là. Et la chance qu'on a eue, c'est que on a commencé enfin, on vient de la voile. On a fait de l'optimiste en compétition là quand on était à l'UNSS, donc tu vois, entre de 7 ans à 14 ans. Donc du coup, le vent, la force du vent, on connaissait. L'environnement eau aussi, puisqu'on faisait aussi du body surf dans les vagues. On fait du bodyboard et du body surf. Et donc le vent, on connaissait. Après, on s'est mis au cerf-volant. Donc cerf-volant de traction. Donc tu vois, on faisait ce qu'ils appellent du high jump, hein, donc du coup des sauts sur la plage ou des sauts en montagne. Donc pas très prudent, hein, pas très intelligent, mais on s'est jamais blessé. Et ça donnait une notion, pareil, de la force du vent, de gauche-droite, du power du cerf-volant. Après, on s'est mis au parapente. Attends, mais du coup, high jump, tu rien sous les pieds? Non, non, t'as rien sur les pieds. En gros, tu t'accroches à ton cerf-volant de traction, qui peuvent être des ailes qui font, je sais pas moi, 4 mètres carrés, par exemple, qui ressemblent à des petits parapentes. Et à l'époque, t'avais des poignées en mode lanière là que tu passais en dragon, hein, et tu te faisais tirer et tu sautais. Et donc tu pouvais faire des sauts, on s'amusait à faire les sauts le plus haut possible, le plus loin possible. Donc du coup, tu te cales avec des rafales. Sinon, quand t'as la chance de pouvoir aller à l'océan, tu te mets sous une dune, tu sais, une cassure là Mmh. de plage, et puis tu sautes de là-haut, quoi. Du coup, Trop bien. c'est pas, ça peut être, ça peut être dramatique pour les genoux ou les chevilles, mais si tu fais ça au bon endroit avec le bon vent, tu vois, nous on s'est jamais blessé en 20 ans de pratique, du coup, il y a pas de, si tu fais ça de manière intelligente, il n'y a pas de souci. Et donc j'en viens au parapente, on a eu la chance de faire du parapente, et ça te donne une sacrée notion du risque et de la prise conscience du danger de la météo, de l'impact sur un caillou, de l'impact sur une colline, des vents qui peuvent tourbillonner, qui peuvent changer, etc. Du coup, quand tu te mets au kitesurf, en ayant déjà ces notions-là, qui sont fondamentales, hein, de sécurité, de cerf-volant, tu arrives à mieux analyser en fait le vent, le pilotage de l'engin, puis après, il faut gérer aussi la planche que tu as sous les pieds. Donc, du coup, ça nous a permis de découvrir ce sport dans les meilleures conditions. Et bien évidemment, chose qu'il faut faire, hein, c'est faire un stage entre 2 et 3 jours dans une école qui va te donner toutes ces notions aussi de sécurité et qui va t'équiper avec du matériel adéquat. Ouais, parce qu'encore une fois, ça demande vraiment de la pratique et des connaissances et ça va tout de suite beaucoup plus vite et si on est entouré. Alors ça va coûter un petit billet de plus, mais c'est nécessaire pour la sécurité parce que, enfin voilà, moi j'ai traversé la plage avec ma voile qui m'a traîné sur plus de 200 mètres. J'ai dû la larguer, elle a traversé une route, enfin c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, Un ouais. truc, Ouais. ça aurait pu être dramatique cette histoire. Mais Euh, je pense que c'est propre à tout sport. Enfin, il y a des sports bien évidemment qui sont plus dangereux à commencer, mais si tu vois, tu t'intéresses au trail et que tu te dis tiens ok, maintenant je veux aller plus loin, plus haut, sur des distances plus longues, bah, il faut quand même se préparer, être entouré, écouter les conseils de ceux qui ont déjà fait et tu vois t'équiper, savoir que j'en sais rien, en descente. Si t'as tes bâtons, il vaut mieux peut-être pas mettre tes dragons, parce que si tu tombes, il faut que tu puisses le lâcher au plus vite. Éviter que ton bâton se casse et que tu te le prennes dans le mollet. Enfin, il y a quand même des règles que tu apprends dans chaque discipline qui te permettent de pratiquer de manière sereine. Ouais, c'est vrai. C'est exactement, ce qu'on dit dans le podcast, c'est que, bah, tout s'apprend, faut y aller progressivement, essayer de bien s'entourer, de prendre les conseils des autres et c'est à ça que sert ce podcast, à transmettre justement
les choses que d'autres ont appris avant nous et que leur expérience puisse nous servir. Mm. Alors du coup, donc tu nous as fait un beau portrait de ton parcours sportif. Professionnellement, tu as commencé par quoi juste après peut-être les études? Ouais, donc moi je fais un bac scientifique, après une école d'ingénieur, puis une école de commerce. En fait, j'étais meilleur en physique que tout le reste, donc du coup, l'école d'ingénieur, ça matchait bien. Puis après, j'ai eu plutôt envie d'aller dans la branche commerciale marketing, d'où l'école de commerce. Et j'ai travaillé 10 ans en industrie, au début pour un groupe japonais, après pour une PME cotée en bourse là sur Toulouse, qui faisait tu vois des nez, des langues électroniques, donc très pointu, hein, des instruments d'analyse qu'on vendait à des groupes industriels en agroalimentaire comme Nestlé, Coca-Cola, Danone. Et, euh, et là, chez eux, j'ai fait directeur marketing et commercial monde, euh, donc ce qui m'a permis de bien voyager. Donc j'ai pu combiner business et passion de mes sports à l'étranger, ce qui était super sympa pour découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux spots. Et à un moment, j'en ai eu. Enfin, voyager, c'est vraiment sympa, mais quand tu fais sur certains jours par mois, 18 ou voire 20 jours à l'étranger, à un moment, bah, pour la vie de famille, c'est quand même pas tip top. Ma femme, elle était plutôt partante pour créer la famille. Et donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver un travail sur Montpellier, la ville où on était, et je trouvais pas ce qui me plaisait. Donc, du coup, j'ai commencé à itérer sur des projets pour me dire, bah, tiens, si je trouve pas le travail qui me convient, pourquoi pas créer son entreprise et créer le job qui nous convienne. Alors du coup, t'as créé. C'était en quelle année ça, ta première création d'entreprise? Bah alors, les projets, ils ont commencé à itérer dans mon cerveau en janvier 2015. En fait, je me suis assis dans un bar avec un copain du kitesurf qui lui avait aussi pas mal d'idées de projets. Et on a écrit sur un papier des idées qui nous passaient à travers la tête d'entreprises de services ou d'entreprises technologiques. Lui, par exemple, il voulait travailler sur le corps humain, sur la 3D du corps humain. Du coup, il avait déjà des pistes pour s'associer avec des chercheurs du CNRS, ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a maintenant une entreprise qui, je crois, ils sont 60 salariés. Ça s'appelle Anatoscope. Ils font des trucs sympas dans l'univers du sport aussi, puisqu'ils travaillent sur tu vois, des prothèses pour les personnes qui ont un membre en moins. Et, mais après, leur cœur business reste le dentaire. Et moi, de mon côté, j'ai testé un premier projet qui était dans l'univers du kitesurf, qui était l'analyse des sauts, la hauteur des sauts qu'on peut réaliser avec un kitesurf. Donc la hauteur, la longueur, le temps passé en l'air, ce qu'on appelle le hang time, donc le temps de vol. Et on a fait un projet avec lui et un autre copain d'école d'ingénieur qu'on a mené jusqu'au prototype et puis puis on a fini par réaliser que ce marché quand même du capteur pour l'analyse de saut des kitesurfers devait représenter 5000 ou allez, maximum 10 000 unités par an, donc vraiment pas grand-chose. Donc on a décidé de ne pas le continuer. Et c'était pour qui ce produit? C'est pour les Bah, kitesurfers eux-mêmes qui achetaient. ouais, c'est ça, les kitesurfers eux-mêmes qui, bah, tu sais, la mesure de la performance, elle y est aujourd'hui dans tous les sports. En vélo, tu as ton compteur sur ton vélo. Maintenant, tu as ton fréquence mètre, tu as ta montre Suunto, Garmin ou autre. Du coup, tu mesures tes performances. Quelle vitesse j'ai fait sur une descente de 1000 mètres, à quelle vitesse je grimpe, quel est mon rythme cardiaque. Et en fait, le kitesurfer donc, pouvait amener sa montre connectée avec lui. Moi, je navigue toujours, par exemple, avec ma montre. C'est top, tu vois ton parcours, ta distance, ta Vmax, ta vitesse moyenne, mais le kitesurfer passe quand même pas mal de temps en l'air à faire des sauts.
Du coup, il a aussi envie de savoir à quelle hauteur il a sauté, combien de sauts il a fait pendant sa session, etc. Et ça, pour le mesurer, il faut utiliser un gyroscope 3D qu'on retrouve dans les téléphones portables, hein, quand on joue, par exemple, au jeu de la bille qu'il faut déplacer là, sur le téléphone portable. Et ben, on utilise le gyroscope qui est dans le téléphone. Et ça, ils en ont intégré dans des petits capteurs qu'on venait coller sur la planche pour pouvoir mesurer, donc détecter le départ du saut, la hauteur et l'impact, donc la force à l'atterrissage. Ok. Et ça, combiné avec un GPS qui te permettait de voir ta vitesse, etc. Du coup, ce projet, il avait été bien apprécié parce qu'on avait eu une subvention de la BPI à hauteur, tu vois, de 35 000 euros pour créer avec les laboratoires du coin, les laboratoires de Montpellier, pour créer ce produit-là. Donc, ça n'a pas été au bout, hein, mais ça m'a permis de découvrir l'écosystème startup, BPI, innovation, qu'il y a sur notre région, là, au niveau de Montpellier. Et de fil en aiguille, en fait, tu sens quand ton projet ne prend pas et que ça va être compliqué. Donc, du coup, tu commences à itérer aussi sur d'autres projets. Et là, il y en a un qui a vu le jour en juillet 2015 exactement. Alors attends, juste avant, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ta tête d'entrepreneur quand tu as monté comme ça un projet auquel tu as cru, auquel tu as passé beaucoup de temps, et le moment où il faut se dire, bon voilà, c'est bon, on arrête. Ouais, du temps, de l'énergie et de l'argent. Je crois que sur ce premier projet, même si on a eu un financement, j'ai quand même mis près de 12 000 euros. Du coup, c'est quand même conséquent. Il y a un moment, en fait, il faut l'accepter. En fait, il faut accepter le moment où tu te rends compte que c'est pas 12 000 euros qu'il va falloir mettre, mais encore 100 000 pour faire ton prototype, puis après 300 000 euros pour faire tes pré-séries, qu'ensuite il va falloir recruter des commerciaux, etc., etc. Et que et là tu vois des concurrents qui arrivent, qui se positionnent là sur des capteurs kitesurf, il y en avait trois quatre là qui étaient en train d'arriver. Donc, tu te dis waouh, ils vont plus vite que moi, ça a l'air en plus mieux leur produit. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je continue le mien? Est-ce que j'arrête mon job et je me lance à 100% dedans? Et en fait, quand tu sens que ça, tu le sens, il y a un moment en fait, tu sens que ça prend ou ça prend pas. Et c'est là où il faut être capable de switcher très vite en fait. Parce que si tu vas jusqu'au bout, tu auras encore plus de mal à sortir parce que tu peux t'endetter, tu peux te mettre vraiment dans le rouge mentalement. Du coup, c'est presque comme l'exemple, c'est comme une relation de couple en fait. Ou comme une relation de couple, tu sens que ça marche pas, il faut couper très vite et, et partir sur autre chose. Et c'est pareil pour une discipline. Je prends ton exemple tout à l'heure, tu nous racontais ton aventure kitesurf. Bon, tu t'es fait peur, tu as vu que c'était dangereux, tu as préféré abandonner avant de finir sur une chaise roulante. Ouais, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, et je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on ne le sait pas. Mais l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une histoire d'amour entre ton projet et toi. Faut vraiment être passionné par ce que tu fais, et des fois, ça devient vraiment irrationnel de continuer un projet, et puis tu t'enlises dans un truc. Donc, vaut mieux vraiment commencer, modifier, abandonner très vite plutôt que de s'entêter en fait, hein. Ouais, Euh, mais tu as des contre-exemples aussi qui prouvent que certains se sont entêtés et puis ensuite ça finit par décoller. Tu vois, donc du coup, c'est là la difficulté, ouais. ouais, c'est clair, c'est là la difficulté. Bon, dans mon cas, ce qui m'a fait, en fait, sur la liste, cette feuille blanche sur laquelle on s'était penché en janvier 2015 avec un copain là, j'avais écrit plusieurs projets là-dessus, dont celui que j'avais mis en premier qui était ce capteur de kitesurf, et puis dont un deuxième là qui est celui qui me fait vivre aujourd'hui.
et qu'on va essayer d'amener le plus loin possible, dont je vais vous parler maintenant. En gros, toute l'expérience que j'ai eue autour des sports euh, m'a donné envie de voyager sport. Donc du coup, tous les voyages qu'on a fait avec ma femme depuis qu'on se connaît, donc ça fait maintenant 10 ans, on a fait que des séjours sportifs. Donc randonnée, kitesurf, ski, VTT, etc. Euh, et surtout kitesurf. Et en fait, quand on arrivait sur une destination, on n'avait pas l'expérience des locaux. Par exemple, on est parti à Fuerteventura, on s'est retrouvé dans un logement lambda. On a posé nos gros sacs, hein, c'est comme si tu arrives avec tes vélos de route. Et puis, tu te dis, bah tiens, c'est où le meilleur endroit pour rouler? Bah là, l'autre chez qui tu dors, il n'a jamais vu un vélo. D'ailleurs, il comprend pas pourquoi tu le mets dans son salon. Voilà, nous, on a vécu ça avec nos kitesurf, qu'il faut rincer. Il y a les combinaisons, il faut les faire sécher. Et certains propriétaires donc, qui nous louaient leur logement, ils comprenaient pas qu'on laisse nos kitesurf dans la maison. Bah oui, ça a une valeur, on n'a pas envie de se les faire voler. On a besoin d'un tuyau pour les rincer. Donc je pense que beaucoup de sportifs qui voyagent avec du matériel, je pense le VTT, le cyclisme ou les parapentistes, les kitesurfers, ou même les golfeurs, ils, ils, ils ont quand même envie de pouvoir stocker leur matos au bon endroit. Ils aimeraient pouvoir le rincer, le laver, etc. Et quand on a, ça nous a créé une frustration, tu vois, sur sur nos voyages et les locations qu'on avait. Jusqu'au jour, en fait, on a dormi avec ma femme à l'île Maurice chez un kitesurfer. Donc on est arrivé chez un local pratiquant du même sport que nous, entre autres, hein, mais qui fait aussi du vélo de route, du VTT, du parapente, et qui a tout de suite été capable de nous dire, OK, votre matériel, vous le posez là, vous pouvez le rincer, les combinaisons, elles peuvent sécher là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Et puis demain, s'il n'y a pas de vent, demain, je peux te prêter un paddle et tu peux faire le tour avec ta femme, là, le tour de l'île au Bénitier qui est juste devant l'appart. Et mercredi prochain, il nous avait dit, je me rappelle encore, mercredi prochain, je suis là. Du coup, je vais venir vous montrer comment fonctionne le spot de kitesurf. Comme ça, tu auras les infos pile poil pour réussir ta session. Et là, j'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir dormir chez le pratiquant sportif local que je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire dans cet univers-là, de pouvoir référencer des logements sur une plateforme chez d'autres pratiquants de sport. Ça fait penser à l'expérience client incomparable, le truc où il y a tout qui s'aligne, des surprises auxquelles tu t'attends pas, le service en plus qui fait la différence. Tu te sens tout de suite chez toi, presque comme si tu allais chez un ami. C'est ça. C'est la bonne expression, le bon terme, c'est ça. C'est comme si tu étais chez un ami. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que entre passionnés de sport, tu prends un exemple, tu vas dans un événement sportif ou dans une soirée entre amis. Euh, Forcément, si quelqu'un a une montre Garmin ou Suunto ou autre, et que toi t'en as une et que tu fais du trail, tu vas dire tiens, peut-être c'est aussi un mec qui fait du trail ou une nana qui fait du trail, donc du coup tu vas échanger avec elle ou lui sur peut-être bêtement sur la performance de la montre ou sur le dernier modèle. Et en fait, tu vois tout de suite qu'avec l'affinité sportive, tu tombes les barrières sociales et tu étais plus et le discours il est plus simple, plus ouvert. Et c'est ça qu'on est allé mettre dans la location d'hébergement avec l'entreprise qu'on a créée qui s'appelle Sportium, où en gros on veut que les voyageurs et les propriétaires se sentent à l'aise. Pour les propriétaires de recevoir des inconnus chez eux, mais qui deviennent finalement plus des inconnus puisqu'ils pratiquent le même sport. Et pour le voyageur, de se sentir comme chez lui et accueilli par presque un ami puisqu'ils vont avoir les mêmes sujets de discussion
et le propriétaire va pouvoir le conseiller sur les bons spots à faire. Et sur ça, 5 ans après, parce que l'entreprise on l'a créée en 2017, on a des milliers d'exemples de rencontres autour du sport qu'on a créées qui sont vraiment sympas et je t'en donnerai quelques-unes après. C'est vrai que en fait, il y a cet esprit de communauté, hein, alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont anti-communautaires parce qu'il y a ce côté, ce renfermement sur soi-même, ce manque d'ouverture aux autres et cetera. N'empêche que quand on arrive comme tu le disais, dans un milieu où on connaît personne, tout de suite, en fait, on va regarder les gens qui nous semblent les plus proches et puis quand on a un petit peu l'œil, on voit en fait, tu te dis: «Tiens, lui, il fait un sport nautique. Ah lui, il doit courir». Heu, on se reconnaît, en fait. J'étais à Paris à un événement startup qui s'appelle le Galion Booster, donc organisé par les stars de la tech. Hein. On retrouve Criteo, Blablacar, etc. Il y avait, je sais pas moi, 600 personnes. Je suis arrivé là-bas, je venais de m'acheter une paire de tennis Evadict, là, les bleus turquoise, parce que j'aime bien cette couleur bleu Sportium qui a sorti avec ma montre Sunto, et mon sac à dos. Et du coup, tu vois, j'étais en train de marcher là-bas, il y a un mec qui est venu me voir tout de suite, il me dit tiens, sympa, t'es venu en courant. Et tout de suite, hop, on a abordé le sujet de cette paire de chaussures qu'il avait vue en pub, mais il savait pas si elle était bien ou pas. Et tout de suite, ça nous a rapprochés et ça a créé un lien. Alors que si j'avais été avec des Adidas classiques ou des Nike classiques ou même des chaussures en cuir classiques, je pense qu'il serait jamais venu me parler. Du coup, Mmh. il y a des éléments comme ça qui créent, qui rapprochent. Et le matériel en fait partie. Hein. Quand tu arrives chez un autre cycliste avec ton vélo, forcément, ça va parler vélo. Alors oui, il faut aussi des fois faire attention parce que tu voyages, si tu fais un séjour sport avec ta femme et que tu passes ta soirée à discuter avec le propriétaire du dernier dérailleur Shimano ou autre, euh, ça, ça peut durer quelques heures. Donc il faut, il faut parfois modérer le temps qu'on passe à discuter matos. Mais voilà, nous, les exemples qu'on a dans les séjours qu'on organise entre particuliers, hein, notre plateforme Sportium, c'est que tu trouves des logements en fonction de tes sports et tu peux filtrer des hébergements en fonction des sports des propriétaires. Du coup, la randonnée, qui est le sport numéro un chez nous, ou le cyclisme en numéro 2, tu vois tout de suite, les questions, c'est je viens avec mes enfants, ils ont 7 et 8 ans, est-ce que vous connaissez des randos sympas, accessibles pour les enfants? Et là, le propriétaire répond, moi aussi, j'ai des enfants où donc je connais les coins, je vais vous montrer, j'ai la carte hygiène à disposition dans mon gîte, je vous tracerai le parcours qui vous plaît. Et puis, peut-être tu as d'autres expériences comme ça sur le vélo où en fait le propriétaire est un ancien cycliste, donc il dit bah oui, on a un garage, vous allez pouvoir correctement mettre votre vélo en sécurité pour la nuit. Il y a plein d'échanges sympas. Un qui est rigolo là autour du trail. Donc moi, mon logement, il est en catégorie, tu vois, kitesurf, VTT et trail. Et j'ai un logement qui est un studio qui est collé à ma maison, au Cress, donc à côté de Montpellier. Et j'ai une nana qui est venue chez moi l'été dernier, nous avait connus par un groupe de nanas qui courent qui s'appelle Trail entre elles. Donc elle a réservé, elle était contente, elle était toute seule, elle voyageait en solo, elle était contente de dormir chez un particulier sportif parce que elle avait envie de découvrir la région, soit en VTT, soit en courant, elle avait vraiment envie de vivre cette expérience Sportium que nous on appelle Stay Share Play. Hein. Donc Stay, t'es hébergé, Share, t'as les conseils, et Play, tu fais l'activité avec le propriétaire. Du coup, en dormant chez moi, j'ai quand même demandé, est-ce que tu veux un jour faire une sortie trail? Est-ce que tu as envie? Elle me fait, ah oui, j'aimerais bien que. Je lui dis, écoute, le meilleur truc qu'on peut faire cette semaine, c'est mardi matin, on décolle à 5h30 et on fait un lever du soleil au Pic Saint-Loup.
Donc Pic Saint-Loup, c'est pas grand-chose. Je crois que c'est 340 de dénivelé positif, tu vois. Donc un trail ultra simple. C'est un peu cassant parce que c'est beaucoup de cailloux. Mais voilà, on est parti à la frontale et on s'est retrouvé en haut à faire le lever du soleil et puis une redescente en mode tranquille. Je pense que enfin, elle aurait jamais, si elle avait été seule dans un logement lambda, elle aurait jamais eu la chance de pouvoir vivre cette expérience-là. Mais c'est évident. Et ça, après, elle en parle à tout le monde. Bah oui, elle en parle à tout le monde, elle est contente, elle a ramené une photo avec le soleil tout rose derrière qui se lève à travers les nuages en haut de la montagne emblématique qu'on a à côté de Montpellier. Bah oui, c'est une expérience incroyable. Après, bon, la chance, c'est qu'elle est arrivée chez moi, donc elle a aussi eu le droit au cours de wingfoil. Donc j'ai mis un paddle Decathlon, parce qu'on est partenaire de Decathlon là sur les équipements, parce que nos propriétaires, en fait, ils mettent à disposition des équipements sur leur annonce. Donc chez moi, il y a un paddle, un kayak, un vélo et des wings, hein, donc c'est des petits cerfs-volants qu'on tient à la main pour se faire tirer sur des planches. Et donc, je lui ai donné un cours de wing. Bon, elle a trouvé ça génial. Après, elle avait un vélo à disposition pour aller à la plage. Et, donc, ouais, et après, on a fait une session kayak ensemble. Donc, du coup, des moments hyper sympas pour elle. Et pour moi, en tant que propriétaire, bah, ça me fait sortir aussi de chez moi. Ça me fait prendre des fois du temps pour faire découvrir mon territoire. Tant que, tu vois, j'aurais pas forcément pris, bah, si j'avais pas eu de locataire ou si j'avais eu un locataire lambda chez moi, bah là j'avais une sportive, bah, je me suis dit, ok, allez, on fait on fait un trail lever du soleil, on fait un coup de wing, on fait un coup de kayak, et ça c'est, tu vois, bah, même pour moi ça me fait vivre des moments super sympas, et surtout ça fait apprécier ma destination, ma région, à quelqu'un qui va ensuite bah, en parler autour d'elle et qui va en faire la promotion. Promotion bah, de mon hébergement, de ma plateforme, du concept Sportium, hein, d'être hébergé chez d'autres sportifs, et promotion de la destination, puisque je suis certain qu'elle a forcément parlé à ses amis qui courent en mode trail de son expérience lever du soleil sur le Pic Saint-Loup. C'est des moments uniques. Et, euh, Et ça, c'est ça qu'on vient chercher dans l'expérience Sportium, c'est trouver des propriétaires donc, qui sont prêts à héberger des sportifs chez eux, hein, moyennant bah, le loyer de la nuit ou le loyer de la semaine, et qui sont prêts à partager ces ces tuyaux magiques qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. C'est vrai qu'on a actuellement plusieurs solutions pour trouver des parcours autour de chez soi avec des trucs qui sont bien connus comme Strava, comme Trace de Trail, comme enfin, des solutions de trouver des parcours. Il y en a de plus en plus. Maintenant, en fait, l'expérience de la personne qui habite à cet endroit et qui connaît exactement les sentiers, je pense là l'année dernière, j'étais à La Réunion, j'étais hébergé chez Ingrid, que je salue si elle nous écoute, et qui m'a emmené dans des endroits absolument fabuleux et qui me recommandait, bah tiens, si tu veux aller sur le volcan, vaut mieux partir très tôt parce qu'après, tu as les nuages. Ça, en fait, tu l'as pas sur une application et il y a que Non, l'expérience de celui qui habite qui peut te le transmettre. c'est clair, c'est clair. J'ai fait pareil, j'avais été en Bretagne, donc dans un logement Sportium, chez un autre qui est passionné de paddle surf, de surf et de kitesurf. Et donc, on a fait une descente en paddle. Il m'a fait manger des algues comestibles. Hein, il m'a dit, bah, tiens, regarde ça, cette algue, on peut la manger. Du coup, on faisait du paddle, plus dégustation de produits qu'on ramassait nous-mêmes. Je trouve je trouve ça génial. Personnellement, j'aurais jamais osé goûter cette algue-là si le local m'avait pas dit, tiens, tu peux la manger. C'est ça. Et ça, c'est le genre de petits plus qui font la différence et qui vont t'amener à passer un moment humain, en fait, parce que c'est tout ce qu'on recherche, hein. On l'a vu avec ces histoires de confinement, on recherche comme ça ces contacts, ces histoires, ces aventures. Euh, C'est ça.
Et après, les vacances, ben, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas tant que ça, hein. Il y en a qui en ont plus que d'autres, mais en général, on a 5 semaines par an et on a vraiment envie qu'elles soient réussies. Euh, t'as- c'est assez stressant d'organiser ces vacances parce que tu te dis est-ce que ça va être le bon logement? Est-ce que la météo va être bien? Est-ce que le terrain pour courir ou le terrain pour rouler ou le terrain pour ma sortie VTT sera nickel? Et en fait, le fait d'avoir la communauté qui donne des avis et qui va te conseiller tel logement ou tel logement en fonction des sports du propriétaire, ça enlève le côté anxiogène quand tu réserves. Et puis une fois que tu es sur place, bah, tu vis quand même voilà, ces moments différenciants, uniques. Nous, voilà, tout ce qu'on crée autour de Sportium, c'est vraiment permettre, avec les fonctionnalités uniques là, qu'on développe, permettre aux sportifs, passionnés, compétiteurs ou même amateurs, hein, de vivre des moments magiques et revenir avec le sourire et revenir avec ces petites ces infos, ces moments clés qui font la différence. Tu vois, j'en Chaque parlais avec ma femme hier. Je Hmm. disais, t'imagines, nos parents, ils réservaient leurs vacances d'une année sur l'autre. Ils faisaient ça hyper longtemps à l'avance parce que hier, on a demandé à notre fils où est-ce que tu veux partir en vacances parce qu'on a un camion aménagé. Donc, on a ce luxe de pouvoir partir un peu où on veut, comme on veut. Enfin, c'est de moins en moins vrai cette histoire d'ailleurs avec toutes les restrictions qu'il y a. Mais oui, c'est du coup, enfin, c'est un vrai luxe comme ça de pouvoir trouver un endroit qui te correspond et où tu vas pouvoir être presque sûr à 99% de matcher avec une personne parce que vous avez le même goût, les mêmes loisirs, les mêmes histoires à vous raconter et à partager. Hmm. En plus, je trouve ça génial le principe que toi-même tu utilises ton propre service que tu proposes aux autres. Ça te permet c'est hyper enrichissant pour toi, j'imagine. Ouais, ouais, bah alors, mon associé Fred, donc lui, il a acheté une, un ancien hôtel qu'il a coupé en plusieurs morceaux, qui est pile sur un spot de surf en Bretagne. Et il a cinq petits appartements maintenant. Et donc, il utilise Sportium pour faire venir des sportifs chez lui. Et puis, ben moi, j'ai un studio en location que je loue que sur Sportium pour héberger des passionnés de sport. Donc, j'ai déjà eu des triathlètes, des VTTistes passionnés des trails, des kitesurfers qui venaient de Suisse aussi. C'était un bon exemple. Tiens, on parle encore du kite, hein, mais c'est un exemple, vous allez comprendre. Kitesurfers qui débarquent de Suisse en été, qui me disent bah tiens, demain il y a du vent sur ce spot, on y sera vers 14 heures. Non, et je leur dis non, non, demain il y a du vent, mais le vent il commence à 8 heures, du coup vous allez vous coucher un peu plus tôt, et à 8h30 on sera sur le spot, comme ça on sera que 3. Donc toi plus les deux c'était un couple, hein, on sera que 3 sur le spot. On dirait ça fait un peu tôt quand même. Je fais non mais venez. Du coup, ils se sont quand même levés. À 8h30, on était sur le spot, on était que 3 jusqu'à 11h30 et après à 11h30, il y avait déjà 150 personnes. Du coup, on est parti. Après, on est allé faire la sieste, mais résultat, on a fait la session bah, avec le spot que pour nous parce que on a su avec mon expérience du local, je savais que dès 11h30, ça allait être saturé, 14h, ça allait être pire. Du coup, il fallait y aller à 8h30. Donc c'est ces moments-là qu'on veut faire vivre aux voyageurs par l'expérience Sportium avec la catégorie ce qu'on appelle Stay Share Play chez nous. Donc Stay Share Play, c'est vraiment la cerise sur le gâteau où tu as l'expérience avec le local. Et ça, tu vois, sur notre plateforme, on a 10 000 hébergements aujourd'hui dans 40 pays. Et il y en a, bon, la majorité sont en France, hein, et sur ces 10 000 là, il y en a plus de 15% qui sont catégorisés dans la catégorie Stay Share Play. Après, les autres sont en Stay Share et Stay. On a aussi des logements où tu es juste hébergé parce que certaines destinations, tu es obligé d'avoir ce type de logement ou même en fonction des envies, hein, tu vois. Il y a certains, quand tu fais un séjour en couple, un week-end couple ou des fois des week-ends entre amis, tu n'as pas forcément
envie d'avoir le local à côté qui va te prendre un peu de temps. Du coup, on a fait ces catégories, Stay Share, Stay Share Play. Et Stay Share Play, c'est vraiment, pour les auditeurs là, qui nous écoutent, c'est vraiment cette catégorie-là que je conseille pour aller vivre cette expérience avec les locaux. Très récemment, vous avez Nathalie Simon qui a rejoint votre aventure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre et comment ça s'est passé? C'est assez incroyable. En fait, un jour, on voit un post LinkedIn passer, donc de Nathalie Simon, qui dit je viens de mettre mon annonce à Carqueiranne, là, vers hier. Donc, ils ont appelé ça au paradis des sportifs. Donc, je viens de mettre mon annonce mon gîte au paradis des sportifs en location sur Sportium. Donc, tiens, génial. Nous, on n'a pas le temps de voir tous les propriétaires qui s'inscrivent chez nous. Et surtout, elle s'était inscrit, c'est son mari qui avait inscrit son logement, donc Tanguy. Du coup, on n'avait pas fait le rapprochement Nathalie Simon, Tanguy, on n'a pas vu ça. Donc, quand on a vu qu'elle avait fait ce poste-là, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on la contacte. Et du coup, je l'appelle. Enfin, on prend rendez-vous par LinkedIn, on échange nos numéros, je l'appelle. Et là, elle m'explique son projet de vie, en fait, qui était Nathalie Simon, tout le monde, enfin, je pense qu'une grande partie des auditeurs la connaissent, mais c'est vraiment une ancienne championne de windsurf, mais qui est présentatrice TV et qui fait énormément de sport. Yoga, triathlon, elle fait du gravel, elle fait du VTT, du vélo de route, du trail. C'est vraiment une multisport. Et avec son mari, ils ont acheté une jolie bastide à Carqueiranne, donc pas très loin de hier. Il y a toute une partie, ils l'ont isolée de leur maison pour faire l'accueil de voyageurs sportifs. Mais vraiment, dans l'axe, on veut partager nos bons plans, où est-ce qu'on peut faire du longe-côte, où est-ce qu'il est le bon spot de kitesurf ou de wingfoil, où est-ce qu'on peut rouler en VTT, en vélo de route, etc. Et en fait, ils accueillent chez eux des sportifs pour partager avec eux. Et je trouve ça incroyable, tellement incroyable. On a trouvé ça tellement incroyable qu'on s'est dit, mais attends, mais il faut qu'on fasse quelque chose de plus avec Nathalie Simon. Et comme on était en phase de levée de fonds l'année dernière, qu'on a finalisé début novembre, enfin on a annoncé officiellement début novembre 2021, on s'est dit, tiens, on va lui tendre la perche, on va lui proposer de devenir associé du projet Sportium. Donc elle a investi des économies dans l'entreprise Sportium, donc elle a des parts de l'entreprise. Et en plus de ça, on a fait un contrat avec elle d'ambassadrice. Donc, elle est ambassadrice de la marque Sportium pour les 15 prochains mois. Et pour nous, ça a été la meilleure ambassadrice possible. On avait eu des discussions avec d'autres ambassadeurs potentiels, dont Martin Fourcade, par exemple. Mais Martin, il loue pas son logement chez lui à d'autres sportifs. Alors que Nathalie, elle vivait avant même de débarquer dans l'aventure Sportium, elle vivait déjà cette notion de stay share play, de partage autour du plaisir sportif. Et donc on s'est dit que ça serait quand même la meilleure ambassadrice possible pour nous, puisqu'elle vit pleinement le produit qu'on a fabriqué, Sportium, parce que chez elle, tu vas retrouver aussi des équipements à disposition. Tu vas trouver tous les guides topo du coin, que ce soit sur l'escalade, sur les VTT, et surtout des petites anecdotes, mais son mari, il a carrément sur sa chaîne télé, il a carrément la webcam du spot qui est branchée en temps réel. Du coup, il voit en temps réel s'il y a le vent qui s'est levé, s'il y a des gens qui sont déjà à l'eau, s'il reste de la place sur le parking pour aller sur le spot de l'Almanar, qui se situe, tu vois, à 9 minutes de chez eux. Du coup, tu vis, c'est 100% sport, partage et vitalité aussi, c'est un point important pour nous dans cet univers du tourisme sportif.
on met un point d'honneur au côté, tu vois, nature, bien-être, prendre soin de soi. Et on pense que c'est une tendance qui va en grandissant. Là, tous les mois, on fait de plus en plus de réservations, on bat des records de réservations chaque mois. Du coup, on sent que notre positionnement sport, nature, bien-être commence à accrocher et à prendre de plus en plus. Eh ben, en tout cas, ça doit être un petit peu what the fuck de prendre un logement et puis de se retrouver chez Nathalie Simon ou chez toi, fondateur de Sportium. Enfin, ça doit être assez dingue en tant qu'expérience client. Bah, je dis jamais, c'est pareil, enfin, moi, j'annonce jamais que je suis fondateur Sportium quand quelqu'un réserve chez moi. Et en fait, il voit un autocollant Sportium sur la boîte aux lettres, donc du coup, il dit, bon, tiens, Un fan. un fan. Puis après, il voit la voiture qui est stické Sportium. Ils se disent, bon, peut-être un salarié. Peut-être un salarié. Et en fait, quand je leur raconte l'histoire, ils dorment. Le studio chez moi, c'est mon ancien garage. Et c'est là où, en fait, on a commencé l'aventure Sportium. C'est de là où on a codé les premières lignes de code pour fabriquer la plateforme. Et quand je leur raconte ça, tu vois, ils sont tout contents, en fait. Et il n'y a pas tant de logements, il y a que, comme ça, il n'y en a que 2 des logements chez des fondateurs de Sportium. Mais pouvoir tomber chez d'autres sportifs comme ça, comme Nathalie Simon, ou même on a des logements chez des sportifs qui ont aussi réussi, qui ont des apparts en location. Et c'est toujours enfin, ça reste quand même sympa de se dire, tiens, je peux. Enfin, on cherche pas à faire des logements que chez d'anciens sportifs de haut niveau. Hein. L'idée, c'est vraiment partager à tout niveau. Mais ça crée vraiment, ça crée des liens, des liens super sympathiques. Quoi. Eh ben écoute, Sylvain, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange et je suis vraiment super content de t'avoir reçu. Alors là, moi, je vais te faire une petite invitation et je sais que tu passes souvent en Bretagne et donc je voudrais bien reprendre un cours de kitesurf en ta compagnie si, si tu veux bien. Je pense que aujourd'hui, il y a la tendance, elle est au wing. Donc, wing foil, hein. Le wing, c'est un petit cerf-volant qu'on tient dans les mains. Et après, on se lève. Au départ, on commence avec une planche de paddle surf avec une dérive. Et puis après, on va sur une planche avec un foil. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins dangereux. Du coup, si je viens en Bretagne, je te filerai une initiation wing sur un paddle. Et tu verras, tu vas commencer à glisser. C'est hyper simple et accessible. Eh ben écoutez, chers auditeurs de l'Instant Outdoor, suivez les réseaux Instagram, Facebook de l'Instant Outdoor. Parce que le rendez-vous est pris et s'il se fait, je partagerai tout ça. Excellent. Merci beaucoup Sylvain, j'aurais eu encore 1000 questions à te poser, mais je crois que tu es pris par le temps. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer notre échange ? Allez, on va clôturer avec un truc intéressant. Si ceux qui sont fans de sport, qui aiment bien voyager, et si dans les auditeurs, il y en a qui sont fans de Nathalie Simon, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux, là, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, les classiques, parce que dans quelques jours, on lance un concours pour gagner un séjour complet vitalité sport chez Nathalie Simon. Donc du coup, si ça fait partie de votre rêve de pouvoir rencontrer Nathalie Simon et de dormir chez elle, eh ben suivez-nous de près, ça va être annoncé dans quelques jours le démarrage. Du coup, ça veut dire que je suis obligé de publier cet épisode tout de suite. Et si vous nous écoutez en 2032, bah, sachez que cette offre est épuisée. C'est clair, on pourra renouveler exprès pour toi. Avec plaisir. Merci beaucoup Sylvain. Et puis on suit Sportium. Alors c'est sportihome.com. Et toi sur LinkedIn, Sylvain Morel. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci encore une fois Sylvain pour ton temps et le partage de ton histoire. Avec plaisir. À bientôt. Ciao François. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque,
d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère ou du meilleur gobelet pour les trailers, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!